Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer chez nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine d'information politique. Tout d'abord, les élections locales prochaines en Guinée dans un climat de paix. Seshfone Common Ground en fait son cheval de bataille. Cette structure a organisé à cet effet un atelier de formation vendredi à Conakry. L'initiative vise à prévenir d'éventuelles violences pendant ces scrutins. Aminata Kinta, Abdourahmane Ba. Plus de 30 personnes ont participé à cet atelier de formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet. Il vise à instaurer un système d'alerte précoce pour éviter la violence pendant les élections communales. La prochaine organisation des élections communales. Donc, pour parvenir à des élections non violentes, nous essayons d'ores et déjà de prendre des initiatives qui permettent de prévenir ces violences. C'est pourquoi nous organisons cet atelier qui va aider les participants à renforcer leur capacité à déceler les signes qui pourraient conduire à des violences et apporter des réponses rapides en essayant de travailler avec les communautés, les autorités locales, mais aussi Seshfone Common Ground et d'autres partenaires. La prévention des conflits s'avère aujourd'hui une nécessité impérieuse. C'est pourquoi cet atelier est essentiellement axé sur le mécanisme de fonctionnement des scrutins en Guinée. Pour éviter que nos communautés ne sombrent dans les violences, pour éviter que notre pays ne sombre dans le chaos, je pense qu'il est nécessaire que nous essayions de consacrer toute notre énergie à la détection des signes précurseurs des violences dans les différentes communautés. Et nous allons outiller ces participants-là à cette technique de détection de ces signes précurseurs, de ces sources conflictogènes qui puissent bouleverser l'équilibre socio-économique de notre pays et qui puissent encore entraver négativement l'amorce de développement de nos différentes communautés. Comment prévenir les conflits? Le président du réseau des organisations de la société civile pour l'observation et le suivi des élections en Guinée répond. Il y a des indicateurs que nous avons développés à notre niveau. Les gens vont se baser de ces indicateurs pour savoir qu'il y a des signes de violence ou de conflits qui peuvent naître dans telle ou telle localité. Et à partir de là, ils vont nous alerter. Une fois nous alerter, il y a un système qui est mis en place. Ils vont envoyer par SMS. Et j'ai dicté le numéro à travers lequel ils vont nous envoyer les SMS. Et ce numéro est en ligne. Et quand ça arrive au niveau de la plateforme, on recueille ces informations. Il y a tout de suite une équipe qui va faire une analyse rapide et aussitôt, en collaboration avec des partenaires concernés du sujet, et nous faisons une proaction sur le terrain pour trouver la solution. Ce projet est d'une envergure nationale. Il vise à outiller les participants qui vont à leur tour restituer la plateforme afin d'agir pour prévenir d'éventuels conflits au sein des différentes communautés. Et puis l'Union des radios-télévisions libres de Guinée-Ultergui a présenté vendredi les résultats de son rapport d'évaluation sur la synergie des radios privées pendant la dernière présidentielle. Au cours de cette présentation, les principaux acteurs ont d'abord apprécié cette synergie appelée FM Guinée 2015 avant de relever quelques défaillances. L'Ultergui est soutenu dans ce projet par Seshfone Common Ground, Nabi Kamara, Mfaldi et Guilavouki. Lors de la dernière présidentielle de 2015 en Guinée, la synergie des radios privées FM Guinée 2015 a joué un rôle primordial dans la couverture médiatique. C'est dans cette perspective que l'institution de régulation des médias a félicité l'initiateur du projet et ses partenaires pour la qualité du travail abattu. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le rapport de l'Ultergui. Et j'ai aussi, après la présentation, fait des observations et je les ai félicitées. L'Ultergui a contribué à l'apaisement de l'élection présidentielle parce que un citoyen bien informé devient un citoyen conscient, un citoyen patriote. Tout n'a pas été rose durant cette synergie des radios privées. C'est pourquoi l'Ultergui a, dans la présentation de son rapport synthèse, relevé quelques faiblesses avant de faire des recommandations à ses partenaires financiers. Nous n'avons pas eu le nombre de journalistes que nous avions sollicités.
que pour un départ, on a dit pour couvrir toute l'étendue du territoire national, des élections présidentielles, bon, disons des élections, il faudrait avoir un nombre suffisant de journalistes reporters déployés sur le terrain. Nous avons démarré avec des problèmes et des soucis techniques, ça il faut le reconnaître. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la synergie, à chaque fois que nous l'avons organisée, nous commençons la veille à 17h ou 17h30 pour voir s'il y a des petits soucis techniques, de les régler avant le jour J. Donc pour un départ, pour la plupart qui ont écouté la synergie, on dit comprendre qu'il y avait des sons qui grinçaient, mais tout est rentré dans l'ordre, comme nous l'avions souhaité d'ailleurs, et l'objet qui était visé pour pouvoir mettre tout au point avant le jour J. Les recommandations, c'est d'augmenter le nombre de journalistes. C'est d'augmenter le nombre de journalistes parce que, comme vous l'avez dit, je pense que ça sera au mois de juin, les élections communales et communautaires. Une autre étape aussi, et importante, cruciale. Je pense qu'avec les partenaires, compte tenu des recommandations que nous avons faites, ils vont essayer de nous aider techniquement et financièrement pour que nous ayons plus de journalistes pour les déployer sur le terrain. Pour Cherche for Common Ground, partenaire financier et logistique de ce projet, la synergie des radios privées FM Guinée 2015 a été largement suivie et appréciée par les citoyens. Globalement, que ce soit la synergie des médias publics ou la synergie de l'UTEGI, globalement la population a suivi, a été servie en termes d'information, en termes de messages par les ondes des différentes radios et des différents médias qui ont été associés à cette synergie. Donc la population a été touchée par la synergie, elle a écouté les informations qui ont été véhiculées. Lorsque vous prenez par exemple la synergie des médias privés, l'URTELGI, le constat c'est que le plus grand pourcentage, 67% des auditeurs de cette synergie sont des jeunes situés entre 18 et 35 ans. Pour les prochaines élections communales et communautaires en Guinée, Cherche for Common Ground a promis de soutenir financièrement et techniquement l'URTELGI dans son projet de couverture du scrutin. Cette semaine a aussi été marquée par des hommages rendus à notre confrère tué lors des échauffourées au siège de l'UFDG. Il était nombreux les journalistes patrons de presse et collaborateurs qui ont rendu dimanche un dernier hommage à El Hadj Mohamed Diallo du site Guinée 7 tué lors des échauffourées entre pro-Dalin et pro-Baouri au siège de l'UFDG vendredi dernier. Il a été inhumé au cimetière de Solo Primo dans la commune de Ratoma à 14h. Sur les lieux, on observait sur les visages des collègues et parents de la victime consternation et colère. Oulema Toukourou Diallo y était. Voici son reportage. C'est aux environs de 10 heures que le cortège funèbre d'El Hadj Mohamed Diallo, journaliste du site Guinée 7, a quitté la morgue d'Ignace Dine pour la mosquée de Bomboli dans la commune de Ratoma. Après ce trajet, la presse privée et publique guinéenne, à travers ses journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et de celle en ligne, se sont fortement mobilisés ce dimanche pour rendre un dernier hommage à leurs collègues, mais aussi profiter pour lancer un cri de cœur. Ce qui est arrivé nous a fait mal. Il faut que les politiques essayent de surseoir à la violence dans leur siège. Ça déjà c'était juste une réunion. Imaginez si c'était une manifestation. Peut-être que ça allait être des dizaines de personnes qui allaient partir. Il faut qu'on interdise cela. L'assassinat d'un journaliste dans le cadre de son travail est une première en Guinée. Justice doit être rendue, a martelé le premier patron de presse du défunt. Nous condamnons avec la dernière énergie cet assassinat lâche et d'un genre que la presse guinéenne n'a jamais vécu. Et c'est l'occasion pour moi de marquer toute notre solidarité à Guinée 7, à sa famille et à toute la presse guinéenne. Nous veillerons à ce que la justice soit dite et que toute la lumière soit faite et que les auteurs et éventuels commanditaires soient recherchés, appréhendés et punis conformément à la loi. Tué lors des échauffourées des camps rivaux au siège de l'UFDG vendredi dernier, Ousmane Desso, ami et compagnon de la victime, revient sur les circonstances de l'assassinat. Nous sommes venus, on a resté là-bas, je les laisse. Il dit maintenant ce qu'on va faire. Toi, moi je vais rester à la rentrée ici. Toi tu vas prendre des images pour nous parce que toi tu as une caméra. Il n'y a pas de problème. Quelques temps après, il vient. Après j'ai pris des images. Il vient, il me dit tout saute et après j'ai dit oui j'ai pris. Il se retourne là où je l'ai laissé. Il était sur une moto comme ça d'un confrère. Quelques temps après, c'est Baouri qui arrive. Chacun maintenant travaille. Mais lui, il était là-bas, là où je l'ai laissé.
Maintenant, nous on est en train de prendre des images, tout ça là. Il y a eu des pierres qui étaient un peu partout. Maintenant, chacun cherchait à choisir. Mais vous savez, malgré tout ça là, nous on cherchait à prendre des images. Après ça, il y a un coup de fil, pam! J'ai entendu. Maintenant, il y avait un fossé qui existe entre une cour et un kiosque qui se trouve à la rentrée de Cécilou. Après, je monte, je trouve Elaz couché à terre. Il avait son sac au dos comme ça, qui avait sa main, il était poussé à terre. J'ai crié, j'ai dit aidez-moi, aidez-moi. C'est mon ami, aidez-moi. Mais j'avais vu le sang couler. Donc, on l'a transporté à l'hôpital. Unis comme un seul homme et remontés contre les actes qu'ils subissent en longueur de journée au sein des sièges de certains partis politiques de la Guinée, les hommes des médias entendent, suite à la déclaration des associations de presse, de surseoir à la couverture médiatique de l'UFDG, plaider à un élargissement de cette sanction à tous les partis politiques jusqu'à ce que lumière soit faite sur l'assassinat d'Elhadj Mohamed Diallo qui a rejoint sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Sele-Primo à 14h. Et bien au lendemain de son enterrement, il était des centaines de journalistes guinéens à marcher lundi pour dénoncer l'assassinat de leur confrère Mohamed Diallo du pont 8 novembre. Ces hommes de médias se sont rendus au ministère de la Justice pour réclamer toute la lumière dans ce meurtre. Mori et Sidibé. L'assassinat du journaliste Mohamed Diallo le vendredi dernier provoque une indignation populaire et généralisée de l'ensemble de la presse guinéenne. Sur le boulevard du commerce, dans la commune de Kaloum, ces journalistes indignés ont laissé éclater leur colère tout en dénonçant cette barbarie à l'encontre de notre confrère Mohamed Diallo. Suite à l'assassinat crapuleux, sauvage de notre confrère, on est sorti dans la rue aujourd'hui pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui a été fait ce vendredi au siège de l'UFDG est inhumain, sauvage. En passant devant le palais présidentiel Sékou Touréya, ces hommes de médias excessivement irrités se sont rendus au ministère de la Justice pour rencontrer le garde des Sceaux, M. Sektako, afin que la lumière soit faite et que les auteurs soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Loin de pleurer aujourd'hui, nous comptons prendre nos plumes, nos micros, nos caméras, nos mots, qui sont encore plus forts que les balles pour réclamer justice. Vous vous souviendrez de Fasseli Kamara tué à Womé, de la disparition de Shérif Diallo, de l'attaque contre la personne de Moussa Moïse Silla et tant d'autres blessés. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Déjà, Cellou Dalein Diallo et son vice-président Baouri ont été entendus et ils risqueraient la prison dans cette affaire qui donne un sérieux coup à la démocratie guinéenne. Vendredi déjà, M. Baouri a été entendu longuement. Le président du parti, M. Dalein, a été entendu hier dimanche pendant plusieurs heures. Et ça va continuer. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans un ton ferme, déclare que cette tuerie n'a aucun caractère politique. Et quel qu'en soit l'auteur ou le clivage politique, la justice sera faite. C'est tellement grave ce qui s'est passé. Dans cette affaire, on n'est pas en politique. Quel que soit le parti politique, on cherchera à savoir qui a tué ce journaliste. On cherchera à savoir s'il y a des commanditaires derrière. Et chacun y répondra devant la justice, quels que soient les clivages politiques. Il faut que dans ce pays, on dépasse les clivages politiques, les clivages religieux, les clivages ethniques, pour que, dans de cas de figure comme ça, que la justice soit faite. C'est l'engagement que je prends devant vous. Cette marche des journalistes s'est déroulée dans la sérénité. Elle a été encadrée par la police et la gendarmerie. Demain mardi, une journée sans presse sera déroulée à travers tout le pays. Sur un autre plan, pendant que 10 centrales syndicales sont en grève, les deux autres centrales syndicales, la CNTJ et l'USTG, ont rencontré les sages et la coordination de différentes localités. La société civile, objectif favoriser le dialogue sur les revendications entre gouvernement et les syndicats sur la revendication de la classe ouvrière. Joseph Zakari Wamuno Idjetou Diallo. Les membres de la société civile, ceux du Conseil économique et social, des responsables des deux centrales syndicales, dont la CNTJ et USTG, ceux de la HAC et autres sages de la capitale, ont planché sur certains points de revendication de la classe ouvrière. Objectif, privilégier le dialogue sur la grève générale illimitée annoncée par les deux centrales syndicales. Aujourd'hui, il faut se féliciter
des résultats qui sont obtenus. Quand je dis résultats qui sont obtenus, c'est parce que de part et d'autre, que ce soit syndicat ou gouvernement, nous avons vu des citoyens guinéens qui sont en train de défendre le peuple de Guinée, la nation guinéenne. Et la porte n'est pas fermée des deux côtés. Et ce qu'il faut retenir aussi, les syndicalistes disent qu'ils ont écouté les sages, parce que nous avons mené des démarches pour que les sages et les religieux aussi s'impliquent. Les membres des deux centrales syndicales n'ont pas dérogé à la règle. Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, a au nom de ses pairs demandé aux participants de véhiculer le message pour la préservation de la paix. Tous nous sommes en train aujourd'hui de prôner pour la paix. Que Dieu nous garde, que Dieu continue à préserver notre beau pays. Nous avons projeté une assemblée générale le vendredi à la Bourse du Travail. On veuille bien nous envoyer des gens, des délégations pour écouter la façon dont nous allons traduire ce que nous avons dit ici et vous allez écouter la réaction de la base. La HAC s'est aussi inscrite dans la même logique. Elle s'engage à jouer sa partition. Que la presse avait son rôle à jouer dans ce dialogue. Souvent, comment nous allons passer ces messages? Quelle stratégie de communication nous allons mettre au point? Cette rencontre a pris fin par des bénédictions et prières des sages venus de différentes localités de la capitale guinéenne. À présent, parlons d'éducation. Il y avait de l'électricité en l'air mercredi au lycée. Donc, les élèves de cet établissement scolaire ont laissé libre cours à leur colère, demandant le retour de leurs enseignants en grève il y a plus d'une semaine. Ces derniers n'ont pas été payés il y a plusieurs mois. Cette manifestation dans les écoles risque d'éclater dans d'autres établissements du pays. Idjatou Diallo. Une semaine après la grève déclenchée par les enseignants contractuels, les élèves de certains établissements scolaires publics se sont fait entendre ce mercredi à travers une manifestation. Ici, au lycée Donka, l'ambiance est étendue entre élèves du collège et ceux du lycée. Les premiers étant en manque d'enseignants suite à la grève de ces derniers ont décidé de perturber les cours ce matin. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs. L'abandon des cours sur toute l'étendue du territoire national par les enseignants contractuels est à l'origine de cette grogne. Les manifestants réclament à corps et à cri le retour sans délai de leurs enseignants et encadreurs afin, disent-ils, de la reprise des cours. Ceux qui sont dans les classes d'examen se montrent inquiets d'où cette colère qui a éclaté dans la capitale guinéenne. Le syndrome risque de se répandre comme une traînée de poudre, scandaient les élèves du lycée Donka. Ils ne sont pas les seuls à vouloir contester le départ massif de leurs enseignants et l'abandon des cours. Une réalité qui aura des conséquences sur le système éducatif qui bat de l'aile depuis des décennies. Le gouvernement n'est-il pas responsable de ce baroud d'honneur qui souffle sur les établissements scolaires privés? Quel argument va-t-il utiliser pour faire revenir les enseignants sur de meilleurs sentiments? La grève et les manifestations des élèves étaient prévisibles parce que l'enseignement est aujourd'hui relégué au second plan dans les actions du gouvernement Yula. L'enseignement est devenu un fourre-tout, oui. C'est un secret de polichinelle. La jeunesse guinéenne est laissée pour compte. Une jeunesse sans repère, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse sacrifiée. Oui, cependant le président Alpha Condé, pendant la campagne électorale, avait promis terre et ciel de faire face aux priorités de la jeunesse en qualifiant la formation de cette dernière. Il avait juré d'investir davantage dans l'éducation. Mais curieusement, les enseignants contractuels ne perçoivent plus leur salaire. Ils galèrent comme des rats de l'église. Après le retard dans le démarrage des cours cette année, pour des raisons d'élection, les acteurs de l'école guinéenne ont encore des épines sur le chemin. Cette fois-ci, Ebola ne sera pas accusé. Le virus redoutable ne sera pas tenu pour bouc émissaire. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation devrait briser le silence. Dr Ibrahima Kourouma devrait se prononcer sur le sujet qui empoisonne le monde de l'éducation. En attendant, élèves et enseignants prennent leur mal en patience.
L'actualité de la semaine aussi, le gouvernement guinéen a signé mercredi un protocole d'entente avec certains opérateurs économiques de la place, notamment les importateurs de l'huile végétale et les producteurs de la farine. À travers ce protocole, ces opérateurs économiques s'engagent à surseoir à toute augmentation de prix de ces denrées alimentaires malgré l'application de la TVA et du cordon douanier. Maniankonde Djibril Mara. C'est un pas en avant dans les négociations entre gouvernement et opérateurs économiques par rapport au paiement de la TVA sans impact majeur sur les prix des marchandises, notamment des denrées de première nécessité. Des opérateurs économiques et d'ailleurs les principaux importateurs d'huile et producteurs de farine comme Grand Moulin de Guinée, sans aucune pression, viennent de signer avec le gouvernement un protocole d'entente. Ils s'engagent à surseoir à toute hausse du prix de ces denrées malgré l'application de la TVA et le cordon douanier. Pour cet protocole permet aux consommateurs de ne pas payer le TVA à la facturation, ni sur l'huile, ni sur la farine. Donc, nous, en tant qu'opérateurs, on s'engage à ne pas facturer de TVA et quiconque facture de TVA aura des poursuites. C'est un protocole bien signé. L'un des objectifs visés par le gouvernement dans cette négociation est d'éviter que les marchandises, encore moins le panier de la ménagère, ne souffrent de l'augmentation de la TVA. Nous remercions au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, ces opérateurs qui ont accepté d'accompagner le gouvernement où nous avons des contraintes pour l'accomplissement du programme avec le FMI et où nous sommes aussi dans une phase de négociation avec le syndicat. Donc le moment ne s'y prête pas pour que la population aussi trouve d'autres contraintes à son niveau. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour appeler à la compréhension du reste des opérateurs économiques. Pour le ministre du Budget, ce protocole d'entente permet de tenir les exigences budgétaires auxquelles le département est soumis. Cette action ne peut être mieux venue maintenant. Pour nous, c'est un grand soulagement parce que nous sommes soumis à un programme. Le programme de facilité élargie de crédit qui doit nous amener au mois de mars prochain à la conclusion des 6e et 7e revues. Donc certainement nous passerons au crible les différents indicateurs. Et là, je pense que ce protocole ne peut être mieux venu parce que ça va nous aider à pouvoir justifier des niveaux de recettes qui nous sont demandés et aussi de pouvoir effectuer les dépenses projetées. Grâce à ce protocole d'entente, le prix de la baguette de pain pourrait rester le même sur le marché et quant au prix du riz, subventionné en partie par l'État, des mesures seront annoncées contre les spéculateurs. Puisqu'on parle d'économie, la Guinée renforce sa gouvernance maritime, ce pays qui figure sur la liste noire des partenaires et ses produits halieutiques souvent suspendus sur le marché mondial a lancé jeudi le projet régional des pêches de l'Afrique de l'Ouest PRAO-Guinée. Ce projet financé à 10 millions de dollars va désormais permettre à la Guinée d'améliorer sa gouvernance maritime et accroître le revenu de pêche. Benoît Silla. Financé à 10 millions de dollars par l'IDA, le projet régional des pêches de l'Afrique de l'Ouest, PRAO-Guinée, vient corriger l'insuffisance des revenus de la pêche, le dysfonctionnement de la gestion institutionnelle et fonctionnelle du secteur, afin de permettre au pays d'avoir une meilleure connaissance sur l'état biologique et scientifique de ses ressources halieutiques. C'est un programme extrêmement important pour notre pays parce qu'il va contribuer à appuyer tous les acteurs de la pêche à développer d'autres réflexes pour permettre de lutter contre la pêche illicite et surtout de sortir de la pauvreté. Parce que c'est ça qui est visé par ce projet, essentiellement. Les eaux territoriales guinéennes classées parmi les plus poissonneuses de l'Afrique subissent depuis des décennies une destruction de ses ressources par le pillage des bateaux pirates, d'où la mise en œuvre du projet PRAO. Ça a été réalisé à partir d'un constat, exploitation. La difficulté pour nos États d'ajuster l'effort de pêche par rapport aux ressources disponibles. Et du coup, on a propulsé l'approche régionale. Parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui gérer des ressources en se
basant sur une approche en vase clos. Donc l'approche régionale, c'est vraiment le credo du PRAO. Le PRAO Guinée comprend 4 composantes. La première composante, c'est le renforcement de la bonne gouvernance et de la gestion durable des pêches. La deuxième composante vise la réduction de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. La troisième composante du projet vise l'augmentation de la contribution des ressources halieutiques à l'économie locale. La dernière et non la moindre des composantes est la gestion, le suivi et évaluation du projet et de la coordination régionale. Pour l'exécution du projet, un montant additionnel de plus de 5 millions de dollars est recherché. Nous souhaitons obtenir le financement additionnel de 5,475 millions de dollars qui proviendra du Fonds mondial de l'environnement, conformément aux engagements pris lors de la réunion sur la relance des économies post-Ebola. Selon les statistiques, la pêche génère en Guinée près de 30 000 emplois, dont 18 occupés par les hommes et 12 par les femmes, avec une valeur totale de production halieutique estimée à plus de 200 millions de dollars. Parlons femmes dans ce magazine, plus précisément de la mutilation génitale, appelée en d'autres termes excision, est toujours pratiquée en Guinée, et cela malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation dans ce sens. Cette année, pour commémorer la journée de lutte contre cette pratique, le thème choisi est plus qu'évocateur, l'histoire de la petite fille Kumba Tongino, décédée dans la préfecture de Guéguédou-Sontifori et Souma. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 6 février la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Elle a été placée sous le thème « L'histoire de la petite fille Kumba Tongiano, âgée de 5 ans, qui a succombé suite à une excision dans la préfecture de Djekedou. 16 heures comme ça. Les gens venaient me demander, on va partir à l'anniversaire. J'ai dit, d'accord, on va partir à Nagaton. On a parti jusqu'au village. La nuit, avant que je me réveille, j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous n'avez pas dit qu'on va partir à l'anniversaire. Cette pratique dangereuse a des conséquences très néfastes sur la santé de la femme. C'est une très mauvaise chose parce que ça modifie finalement les rapports entre leur mari et elle. C'est une partie du clitoris qui est enlevée. Et avant, on enlevait pratiquement tout le clitoris. Donc, ça refroidissait un peu le désir sexuel qu'il y avait dans les rapports. Il est évident que l'accouchement, normalement, se fait par voie basse, normalement, s'il n'y a pas de pathologie. Alors, si malheureusement, il y a eu excision, la voie par laquelle l'enfant descend est modifiée, étant donné que ce n'est plus une situation normale. Alors c'est quand même regrettable si on est obligé de procéder par la voie haute pour sortir un enfant qui aurait pu sortir normalement par voie basse. Certaines associations féminines ont décidé de briser cette chaîne qui, depuis les temps ancestrales, existe. A mis en place un outil d'alerte précoce qui passe par l'utilisation d'un numéro vert, le 116, qui permet aux femmes, enfants, aux témoins de violence de briser le silence en appelant. Et donc ça, c'est un outil d'alerte précoce qui a un impact inestimable compte tenu de sa confidentialité, mais aussi l'anonymat qui accompagne les appels. Il y a des femmes qui ont été prises en flagrant délit et au jour d'aujourd'hui, il y a eu 17 condamnations à notre niveau. Au lieu que les auteurs ne soient condamnés à sortir de soucis, j'aimerais que les personnes, les auteurs, fassent la prison à côté de tout ça. Classée deuxième sur le plan mondial, 97% des femmes guinéennes sont victimes de l'excision. Et la prévalence la plus élevée dans le monde, c'est en Somalie. On observe ça en Somalie. Et après la Somalie vient la Guinée, avec 97%. Vous voyez? Ça veut dire quoi en termes clairs? Vous prenez 100 femmes en Guinée, 97%. 97 parmi ces femmes, ces 100 ont connu la pratique de l'excision.
L'excision est la forme de mutilation génitale féminine la plus pratiquée dans notre pays. Cette pratique néfaste pour l'épanouissement de la santé est de nos jours devenue des fonds de commerce de certaines mères de famille. Religions dont ce magazine des fidèles chrétiens de Guinée, à l'image de leurs co-religionnaires du monde entier, ont débuté jeudi leur carême. Pendant 40 jours, ces fidèles s'abstiendront de manger et de boire la journée à l'image de Jésus-Christ. Les préparatifs avec Bernard Koundouno. C'est parti pour 40 jours de pénitence pour les fidèles chrétiens au compte de l'année 2016. À l'image de Jésus-Christ dans le désert, ces religieux devront s'abstenir de manger et de boire la journée jusqu'à la fin de la période. Déjà, les différentes églises de Conakry qui devront accueillir les fidèles chrétiens pour les prières intenses durant cette période de pénitence changent d'image grâce aux derniers préparatifs en cours. L'autel change de couleur. Aujourd'hui, c'est les couleurs violet. Comme c'est pour recevoir le Christ en question. Bientôt, avec la pénitence qu'on va amener avec le Christ, nous souhaitons que tout cela puisse passer dans les bonnes conditions. Avec cette crise économique que traverse la Guinée, les chrétiens rencontrent d'énormes difficultés dans les préparatifs du carême. Le carême a débuté, non seulement la conjoncture, mais nous sommes avec le Christ. Nous sommes avec le Christ, afin que le carême puisse passer dans les bonnes conditions. À cause du fait que la République de Guinée est un pays laïque, toutes les religions n'observent pas cette pratique qui consiste pour certaines à suivre les pas de Jésus-Christ. Sport football, le Sili local est arrivé mercredi à Conakry en provenance du Rwanda, un Sili local qui s'est brillamment illustré au championnat d'Afrique des Nations et pour sa première participation à cette juste continentale, le tricolore est allé jusqu'en demi-finale avant d'être éliminé par les Léopards de la RDC à l'épreuve des tirs au but. Nabi Kamara. C'est à partir de 14h ce mercredi que l'avion transportant les joueurs locaux du Sili national a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Après leur brillante prestation au dernier champ rwandais, où ils ont été éliminés par la République démocratique du Congo en demi-finale, ces joueurs locaux sont de retour au Bercail. Dès leur descente de l'avion, ils ont été accueillis par certains dirigeants de football guinéens qui sont venus leur apporter leur soutien. Je suis là pour représenter son Excellence M. Sia Kabari, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, pour exprimer, n'est-ce pas, à travers notre présence, le soutien, les félicitations du gouvernement, du président Prosper Alpha Condé, et aussi le soutien et la félicitation, les encouragements de tout le peuple de Guinée pour la prestation de notre équipe nationale locale qui nous a fait un honneur. Nous sommes venus accueillir ces jeunes poulains de M. Lapé Bangoura pour les féliciter, les encourager pour cette participation et cette brillante prestation au niveau du CHAN 2016. Le capitaine du Sili local a, au nom de ses coéquipiers, manifesté leur fierté pour avoir atteint le dernier carré de ce 4e champ rwandais. Par rapport à ce sujet qu'on est fiers, et vous avez vu comment ça s'est passé au cours de la compétition. On s'est battu, on a tout donné. On voulait au moins aller jusqu'en finale. Le bon Dieu n'a pas voulu, le jeu de football n'était pas avec nous, la demi-finale. On a égalisé et après on a perdu sur les épreuves de tir. Quant au sélectionneur du Sili local, il a réitéré son souhait de voir ses jeunes joueurs encadrés et encouragés pour les prochaines séances continentales et internationales. Aujourd'hui, nous devons revoir l'organisation, soutenir ces équipes afin que nous puissions faire encore mieux. Parce que là, on ne faisait pas partie des favoris. On a créé tant de surprises. Et je crois par le contenu du jeu que la Guinée a produit, cette équipe mérite même la coupe. Mais vous savez, il y a des petits détails, il y a l'inexpérience, il y a des petits détails à régler. Mais je pense que l'avenir donnera raison au football guinéen. À l'extérieur de l'aéroport, l'ambiance était électrique. Les supporters se sont fortement mobilisés pour accorder un accueil chaleureux aux joueurs du Sili local. Sili a fait son mieux. Il a beaucoup de travail. C'est pourquoi ça fait longtemps
on n'arrive pas à aller à la demi-finale. Aujourd'hui, quand les enfants ils ont fini, faire leur mieux. Dans les jours à venir, la Fédération guinéenne de football animera une conférence de presse afin de faire un compte-rendu détaillé de la participation du CILI local à ce champ 2016. C'est sur ces mots de sport que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter en collaboration avec la régie. À vous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous.